Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la tête de, dans laquelle on va retrouver Charlotte, qui est une abonnée qui m'a écrit suite à la vidéo que j'ai postée récemment qui s'appelle « Je me déteste ». Du coup, je m'appelle Charlotte et puis je suis en sciences sociales et Sciences Po à l'université de Lausanne. Et en fait, je suis venue pour te parler de mon expérience de mon anorexie. Et en parler déjà parce que pour déconstruire quelques idées par rapport à cette maladie et aussi pour aider peut-être certaines personnes qui regardent ta chaîne et qui peut-être ont certains symptômes de juste se sentir un peu moins seule. Parce que moi, en tout cas, je me suis sentie très seule durant cette maladie parce que ton entourage, tu vois pas en fait. Genre, les personnes ne te parlent pas de ça. Du coup, c'est plus pour aider les gens en fait à se dire que parce que là, j'en suis sortie. Alors, je dirais pas que j'en suis sortie à 100%, je pense que ce serait mentir, clairement, à moi-même et à ceux qui nous regardent. Mais en tout cas, genre, ça va extrêmement mieux, genre, par rapport à comment j'étais durant cette période. Dire, voilà, genre, quels symptômes j'avais, quelles étaient mes pensées, comment je me comportais quand j'étais vraiment toute seule avec moi-même. Parce que ça, c'est des choses que les gens ne savent pas vraiment. Même mes parents et mon entourage proche ne savaient pas, en fait, qu'est-ce que je faisais quand j'étais toute seule. Concrètement, comment elle se manifeste, en fait, cette maladie. Ouais. Alors, pour moi, l'anorexie, c'est clairement, comme tu as dit avant, la relation malsaine avec la nourriture. Et c'est souvent, ça se montre avec une restriction alimentaire. Enfin, c'est clairement genre une petite voix dans ta tête, genre qui te dit des choses et qui te fait mange pas ça, mais non, genre arrête-toi, prends que cette portion-là, enfin voilà. Et donc pour moi, il y a ça. Puis en fait, après, genre, il y a aussi d'autres. En fait, je pense que dans les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, c'est souvent, genre, t'as pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, j'ai pas eu que l'anorexie. J'ai eu aussi des crises de boulimie vomitive et non vomitive. Et je trouve que ça va presque ensemble, où en fait, moi je me rendais compte que je me restreignais énormément durant la semaine, où quand j'étais en cours et tout, je mangeais très très peu. Et en fait, le week-end quand j'étais seule, et en fait, c'était principalement quand j'étais seule que je me permettais de manger réellement. Et puis c'est à ces moments-là que les crises de boulimie arrivaient, mais du coup elles arrivaient parce que j'avais restreint mon corps énormément et que mon corps me demandait juste de la nourriture, genre donne-moi du sucre, donne-moi de la graisse. Parce que pendant la semaine, du coup, tu te mettais beaucoup de limites et après, une fois que tu te retrouvais face à toi-même, c'était vraiment genre le gros craquage et puis je pouvais manger des quantités de nourriture mais énormes quoi. Genre et tout, le salé, le sucré, tout y passait. Genre j'ouvrais les placards, j'étais ok, je pense ça. En fait, je pense qu'il y a jamais une seule raison qui t'amène à cette maladie-là. Il y a eu plusieurs trucs. Je pense déjà qu'il y a eu un rôle dans mon enfance qu'on m'a donné. En gros, c'était jamais des conflits comme ça avec mes parents, mais en fait, j'ai une grande sœur. Et puis, quand elle a commencé sa crise d'adolescence, c'était une crise d'adolescence vénère. Genre, ça partait beaucoup en conflit avec mes parents, c'était des grosses disputes. Et en fait, moi, je voyais ça d'un point de vue extérieur, j'étais là, mais je veux pas faire vivre ça à mes parents. Moi, je veux rester la petite fille calme, tu vois, qui dérange personne. Et en fait, en me comportant comme ça, mes parents, ils ont... Petit à petit, ils me disaient « Ah, t'es notre petite rayon de soleil, ah, t'es toujours heureuse, ah, t'es toujours contente, t'es toujours... » Ils valorisaient le fait que tu te fasses petite, quoi. Voilà, t'étais toujours contente de tout, on te proposait quelque chose, c'était oui tout de suite. Et en fait, inconsciemment, je pense, j'ai vraiment intégré ce rôle-là. Et du coup, toutes mes émotions négatives, tous les trucs qui allaient mal, enfin, si j'avais des problèmes ou quoi, je gardais tout pour moi. Et j'en parlais pas du tout parce que c'était vraiment, si j'en parle... presque ils ne vont plus m'aimer parce que je serai plus leur petit rayon de soleil et du coup je peux pas parler de ça. T'es restée dans cette image quoi. Et voilà. Et donc il y a eu ça et puis après il y a eu d'autres trucs, genre par exemple j'ai fait de la danse beaucoup
j'avais commencé à 6 ans jusqu'à mes 15-16 ans. Puis j'ai fait énormément de classiques. Et alors dans mon école, il n'y avait pas... Enfin, en fait, c'était moi-même qui me mettais un challenge. Et genre, en fait, je me comparais énormément aux autres filles qui étaient autour de moi. Et en fait, surtout, j'avais un cours où c'était des plus jeunes avec moi. Donc 11-12 ans. À ce moment-là, j'avais 14-15. Et à 14-15, t'as quand même plus de forme qu'une fille qui a 11 ans. Et du coup, en fait, je me comparais énormément. J'étais là, mais attends, mais elles sont super fines, moi pas. Genre, il y a un problème, enfin, c'est pas normal. Donc, il y a eu ça. Je pense qu'il y a aussi le fait que mes 2 premiers copains, genre mes 2 vraies relations, en fait, ils sont les 2 devenus gays. Et en fait, je crois que ça a remis énormément ma féminité en jeu. Mais en vrai, ils sont devenus gays, mais juste. Ils se sont révélés. Ouais, voilà, ils se sont révélés, oui, bien sûr. Ouais, j'avoue, le verbe n'est pas très bien utilisé. Non, t'inquiète. Mais en gros, ils savaient pas eux-mêmes qu'ils étaient gays. Voilà, en fait, ouais, voilà, ils savaient pas. Puis c'est en pas fait, qu'ils étaient bi ou pan, c'est vraiment. Non, c'était vraiment. Enfin, l'un m'a avoué en fait préférer les garçons. Puis l'autre était plus bi, je crois. Ok. Et. Mais du coup, même, genre, c'était vraiment ma première longue relation, en tout cas. Et du coup, après 2 ans, et puis, tu vois, la relation se finit. Puis après, tu vois l'autre personne sortir avec un garçon. Et je me suis dit, est-ce que c'est moi qui l'ai dégoûté des filles ? C'était vraiment, ah, ok. Du coup, ça a remis aussi beaucoup ma féminité en jeu. Et puis, après, je pense qu'il y a aussi, voilà, aussi, genre, Instagram... les pubs, tout ça, et cette pression sociale en fait, genre qui te vraiment qui en gros genre je sais pas comment dire, des messages tous les jours. Ouais, non mais les personnes plus qui blâment un peu t'as des formes, tu vois, genre vraiment cette le fait qu'on va pointer le du doigt diktat de la maigreur vraiment genre qu'il y a dans notre société, tu sais, où c'était vraiment genre une pression. Puis je voyais tout autour de moi, genre mes potes qui mangeaient ce qu'elles voulaient, puis qui prenaient, qui grossissaient pas du tout. Et moi j'étais là, mais attends, mais moi je mange comme elle, mais je grossis, tu vois. Et je pense qu'il y a eu un peu tout ça mélangé. Et puis et vu qu'il y a eu tout ça, puis après il y a eu en même temps le fait que je gardais tout pour moi. Et je pense que du coup il y a eu une envie de montrer que j'allais pas bien, mais vu que je voulais pas parler, ça s'est juste montré avec mon corps, quoi. J'ai arrêté de manger, j'étais là, ok, je vais vous montrer que je vais pas bien, en fait. Je vais pas le dire, je vais juste vous montrer. Puis, est-ce que du coup tu le faisais inconsciemment, ou tu penses qu'à ce moment-là tu savais que c'était une manière de montrer que ça allait pas? Parce que ça peut très bien être inconscient aussi, dans le sens où on peut... Je pense que ça a pas été inconscient, c'était vraiment... en fait, c'était plus... Ouais, ils voyaient pas que je vais mal. Du coup, je vais leur faire chier, puis je vais arrêter de manger, puis comme ça, ils vont vraiment s'inquiéter, là. Disons, genre, j'étais même pas consciente que j'étais en train de tomber malade. C'était plus... en fait, ma seule volonté à ce moment-là, c'était plus, genre, je vais vous montrer par une autre manière que la parole, juste de montrer que je vais pas bien. Mais c'était pas une volonté de tomber malade, genre, pas du tout. C'était juste, genre... Ouais, à la place d'utiliser ma voix, j'utilisais mon corps, genre, Donc en fait, c'est comme si t'étais en train de tomber malade à l'intérieur, et il fallait l'extérioriser, et puis la manière de commencer à s'extérioriser, c'était la nourriture. Ouais. Mais donc consciemment, tu savais que c'était un moyen de dire ça va pas, mais ça veut pas dire que c'est un choix, en fait, de... Non. Et en fait, ma mère, elle est rentrée une fois dans ma chambre, et j'étais en larmes, et puis elle m'a dit, maintenant Charlotte, tu me dis ce qui se passe. Et je lui ai dit très simplement, genre... je crois que je suis anorexique et tout. Et je pense que ça a été... c'est un truc qu'on a remarqué aussi avec mes parents, c'est que, tu sais, souvent, il y a le côté déni aussi dans cette maladie, mais que je n'ai pas du tout eu. Où j'étais clairement... en fait, ouais, je crois que je suis anorexique, et je crois qu'il faut de l'aide, qu'il faut vraiment qu'on m'aide. Et du coup, mon quotidien, en fait, ça s'est très vite mis en place, où... directement, je suis allée voir un diététicien avec ma mère. Et puis après, y a eu la psy et le médecin généraliste qui sont venus avec. Et pourquoi le diététicien, du coup, d'abord ?
Parce que c'était le copain d'un collègue à ma mère. Et en fait, elle avait déjà des contacts avec lui. Et du coup, vu que c'était quelqu'un qu'elle connaissait, elle avait confiance en lui. Donc, elle voulait d'abord aller le voir lui. Et lui, il t'aidait à quoi, du coup? Lui, du coup, la première séance, je me rappelle, en plus c'était à Fribourg, donc vraiment le trajet en voiture, il était horrible, genre avec ma mère, on était les deux en larmes, enfin voilà. Et on est arrivé, et en fait, lui, d'abord, il m'a pris mon rythme cardiaque, qui était très très bas, et il m'a pesé, et puis en fait, après, c'est lui qui a vraiment posé le diagnostic, genre, en fait, tu souffres d'anorexie, faut faire quelque chose, faut que tu t'entoures de médecins. Puis après, dans les autres séances, c'était vraiment, il me donnait une feuille, où c'était tous les jours de la semaine avec toutes les heures. Il me disait maintenant, t'écris tout ce que tu manges, à peu près les quantités, parce que c'était pas non plus ce qu'il voulait que je pèse tout. Pas que tu sois dans une obsession alimentaire. Exact. Déjà que j'étais bien essayé. Mais il me disait, voilà, tu notes les aliments que tu manges et tout, puis après, la séance d'après, tu me montres la feuille et puis on en parle. Et je crois que c'est vraiment le médecin, avec ma psy, qui m'a le plus aidée, parce que il était très patient, très, très gentil, et du coup, et durant ces séances, il m'a fait 2-3 expériences, genre qui me montraient clairement la fausse vision de mon corps déjà, que je le voyais beaucoup plus gros qu'il ne l'était réellement, puis aussi comment ton corps peut changer vraiment, genre du matin, tu te lèves le matin, tu te couches le soir, ton corps a changé même, tu vois, genre... Et donc ça m'a beaucoup aidée, et puis... Donc du coup, j'ai eu très vite les rendez-vous des 3 médecins. Donc je crois que c'était le médecin généraliste, c'était une fois toutes les 2 semaines. Ma psy, c'était toutes les semaines. Et puis le diététicien, c'était un peu plus rare. C'est toutes les 3 semaines ou une fois par mois. Donc il y avait ça. Puis après, mon quotidien dans une semaine, en gros, c'était, comme je l'ai dit avant, je crois. Tu parlais de semaine, week-end, mais tu parlais pas du matin, midi, soir. Comment ça se passe en fait, le moment où tu t'assois à table? En gros, je me levais le matin et en fait, c'était le seul moment où j'avais un vrai repas. Vraiment, je me faisais un gros bol de céréales avec des fruits secs, des fruits, voilà. Et à ce moment-là, tu culpabilisais pas quand tu mangeais? T'avais pas la petite voix justement qui te disait non, justement, j'avais pas cette culpabilité parce que je sais que c'était un peu le seul repas de ma journée en fait. Du coup, je me levais, j'avais ce déjeuner, puis après, je me prenais un fruit à 10h. Ça, c'était déjà mon diététicien qui me l'avait conseillé. Il me disait, il faut que tu prennes un truc à 10h. Voilà. Donc, je prenais un fruit. Après, le midi, c'était très, très peu. C'était souvent que des protéines et des légumes. Donc, c'était genre de la viande et genre du poulet, du thon, enfin voilà. Mais des petites portions, du coup? Des très, très petites portions. C'est-à-dire... je pense que ça faisait même pas la taille de ma main, quoi. Tu vois, genre... le tout ensemble. Le tout, ouais, okay, vraiment, genre, le tout mélangé, c'était très peu. Et est-ce qu'à ce moment-là, du coup, le moment où tu manges, c'est là le moment où tu sens que ton esprit, il est en train de... Ouais, c'était vraiment parce que... il y avait vraiment un paradoxe dans ma tête où il y avait cette petite voix qui me disait ne mange pas plus, parce que t'as pas besoin, parce que moi j'ai pas envie que tu manges plus. Même si t'avais faim? Même si j'avais faim. Okay. Et puis une autre voix à côté, un peu la voix rationnelle qui me disait tu fais de la merde, mange, t'en as besoin, tu bosses. À ce moment-là j'étais au gymnase, donc t'as des cours jusqu'à 16h et tout, t'as besoin de te concentrer, il faut que tu manges. Mais c'était clairement, en gros, genre ma voix rationnelle était à 20% dans ma tête et ma voix, la petite voix que j'avais quand je souffrais d'anorexie, elle était à 80%, quoi. De 80. 80, pardon. et voilà. Et puis après, vers 15-16 heures, je prenais encore une collation, donc aussi un fruit. Je prenais jamais autre chose. Et puis le soir, c'était encore très très peu. Le soir, en fait, c'était soit j'arrivais à manger très peu parce que c'était un moment où je vivais encore avec mes parents. Donc c'était soit j'arrivais à manger très peu parce que je disais à mes parents non, mais j'ai pas faim, mais j'ai beaucoup mangé à midi. Ouais, tu trouverais une excuse pour ne pas manger. De toute façon. Soit je mangeais normalement, et là venait la culpabilité de t'as trop mangé, faut que tu fasses quelque chose, et j'allais souvent me faire vomir le soir. Ou en gros, tout le monde était devant la télé, on regardait souvent des films ensemble, et je faisais semblant d'aller faire ma toilette, d'aller me brosser les dents ou quoi, puis j'allais me faire vomir. Ok. Donc voilà, puis après le soir, et aussi genre durant la journée, je buvais énormément d'eau, pour combler en fait cette faim. J'étais à plus de 2 litres par jour, je pense.
Et le soir aussi, bah, je buvais énormément d'eau juste avant de me coucher pour qu'après, genre le lendemain, tu vois, genre je me lève, je vais aux toilettes et puis c'est à ce moment-là que j'allais me peser. Tu te pesais tous les jours? Ouais, je me pesais tous les matins parce que j'étais à jeun, parce que je savais que c'était le moment où je pesais le moins. Et du coup, je me levais, j'allais aux toilettes, je me pesais. Et puis en fait, après, c'était aussi genre les portions que j'avais durant la journée, c'était aussi par rapport au poids que je voyais sur la balance. Ah ok, donc en fonction du poids que tu avais le matin, tu allais faire ta journée différemment. Ouais. C'était vraiment genre, ah non, là j'ai pas perdu assez, faut que je mange moins. Ou, ah là c'est bon, t'as bien perdu, donc tu peux... Voilà, toujours tu peux... Tu peux te permettre un petit écart, ouais. Ok. Mais justement, maintenant qu'on parle du poids, tout à l'heure, avant qu'on commence la vidéo, tu disais que ça se voyait pas forcément, en fait. Quand on te croisait dans la rue, on pouvait pas se dire, tiens, elle est anorexique. Et puis ça, c'est important, je pense, à aborder aussi comme sujet, puisqu'on a tendance à se dire que les troubles du comportement alimentaire se voient forcément. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à toi, du coup, comment on te percevait? Bah, du coup, moi j'avais eu, après quelques années, genre où vraiment je me restreignais et tout, des petits commentaires genre ah, t'as maigri, ouais, t'as bien maigri quoi. Mais c'était jamais. Ça a été jamais la phrase inquiétante, genre il y a un truc. C'était plus. Enfin, c'est plus un commentaire comme ça, genre ah, on remarque que t'as maigri. J'étais ah, ok. Limite, on te félicite quoi, parce que presque, t'as perdu du poids, ouais. Presque, genre ah putain. Puis en plus, ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent ça m'arrivait le week-end quand je faisais des soirées avec des gens. Quand je buvais, après, j'avais très facilement des crises de boulimie. Quand t'étais alcoolisée, tu dis? Ouais. Ok. Et du coup, les gens, en fait, me voyaient manger des quantités astronomiques de nourriture. Et ils me disaient, mais ah, c'est incroyable, genre, tu peux manger autant et tu restes mince et tout. Et puis, j'étais là, oh, TCA. Coco, ça marche pas comme ça. Et ouais, du coup, pour en revenir à ce que tu disais avant, c'est vrai que moi, ça s'est pas vraiment vu. Enfin, je pense à la fin, j'étais quand même très très maigre, mais bah, déjà, je me suis pas fait hospitaliser. Et j'avais pas... quand tu penses à quelqu'un qui souffre d'anorexie, c'est vraiment genre la personne qui a la peau sur les os, qui fait peur, tu vois. Et j'ai pas l'impression d'avoir eu ce physique-là. Ouais, oui, je pense pas que ce soit représentatif justement de toutes les personnes anorexiques. C'est ça, genre quelqu'un qui a des formes peut clairement être anorexique parce que ça part de là, quoi. Et puis ça dépend aussi d'où quel est le poids de base aussi, ouais. Quand on a commencé à avoir la maladie, parce que c'est sûr que si tu pèses, je sais pas, tu mesures 1m60 pour 40 kg, c'est pas la même chose que si tu mesures 1m60 pour 70 kg, et puis tu peux avoir le même trouble et puis ça va pas se voir pareil. Et pourtant le trouble est là, quoi. C'est clair. Après, la maigreur, c'est un symptôme de l'anorexie qui dure, parce qu'il y a la restriction alimentaire, donc bien sûr tu perds du poids. Mais après, voilà, ça se manifeste différemment chez chaque personne. Genre, j'ai eu 2 psychologues, en fait. Il y en a une avec qui ça s'est très mal passé. Parce qu'en fait, les premières séances, je suis arrivée. Et en fait, c'était aussi la période où ça allait pas bien entre mes parents. Et bah, là, du coup, là, ils sont séparés. Et puis, et c'était en gros conflit et tout. Puis en fait, elle a tout de suite mis ça. Genre, ah, mais tu es malade parce que tu es touchée par tes parents, par la séparation de tes parents. Moi, j'étais là... Pas du tout, ça a commencé bien avant, beaucoup plus ancré, non, c'est pas du tout par rapport à ça. Et en fait, du coup, elle m'a très vite saoulée et j'ai changé directement. Et ma deuxième, elle m'a beaucoup aidée parce que vraiment, je suis arrivée et c'était un moment déjà où j'avais repris un petit peu de poids et où j'avais limité les crises de boulimie vomitive. Et du coup, je lui avais tout de suite raconté un peu genre mon cheminement, tout ça, enfin... Et première séance, elle m'a écoutée, elle m'a regardée, elle a fait mais vous avez déjà fait énormément de progrès. Et rien que ça, j'étais là. Enfin, ça m'a fait grave plaisir, j'étais là, ah ouais. Enfin, elle était clairement dans le positif et ça m'a fait trop du bien, quoi. Genre juste quelqu'un qui me dise alors t'as pas repris ton poids de base, mais t'as arrêté les crises vomitives, c'est trop bien. Donc, elle t'encourageait, quoi. Ouais. Et puis elle arrivait à te faire sentir bien. Ouais, et ça c'était trop bien. Et puis... Après, je pense l'autre élément qui m'a vraiment permis de sortir de cette maladie, c'était en fait ma relation avec mon ex. Où en fait, quand je l'ai rencontré, on s'était rencontrés à une soirée et puis à ce moment-là, j'étais encore malade. Mais en fait,
Après, genre, on s'est rencontrés, donc on a commencé à parler et tout. Donc pas un des deux premiers dont tu parlais. Non, Okay. non. Donc là, c'était encore une autre personne. Ouais. Okay. Ouais. T'as rencontré cette personne. Et puis, en fait, après, on est rentrés en relation et tout, mais le moment où c'était encore genre, t'es pas en couple, mais t'es un peu, tu vois, genre en flirt. L'entre-deux, ouais. Je me suis vraiment dit dans ma tête, mais est-ce que t'as envie de ressembler à un squelette, genre, enfin, d'être en couple et de ressembler à une fille de 6 ans, genre avec aucune forme ni rien. Et en fait, je pense que c'est ça qui a été le déclic, c'était vraiment genre, en fait, j'ai envie de retrouver mes règles, j'ai envie d'avoir des formes, j'ai envie d'être une femme, quoi. Puis à ce moment-là, j'avais 18 ans. Du coup, j'étais là, non, j'ai plus envie. Et puis, je pense que c'est clairement ça qui m'a motivée. Et après, bon, voilà, genre, il y a des hauts et des bas, genre, dans la guérison. Il y a eu des rechutes quelquefois, mais il y avait cette motivation de... en fait, j'ai plus envie d'être malade, j'ai envie de regagner cette joie de vivre, j'ai envie d'être heureuse de nouveau, quoi. Du coup, voilà. Puis après, je pense que ça a été aussi un très gros travail avec moi-même. Et genre, un peu me détacher du regard des autres et me détacher de cette pression qu'on peut nous mettre... genre, mais faut que tu sois belle, faut que tu sois mince. Mais en gros, c'est pas comme s'il y avait eu un événement particulier, mis à part voilà, cette rencontre qui t'a aidé à vouloir reconnecter avec ton corps. Et bah, forcément, si t'as envie d'échanger avec cette personne, il faut pouvoir aussi déjà être à l'aise avec soi. C'est clair. Mais sinon, ça a été quand même une multitude de plein de facteurs à déconstruire. Quoi. Du coup, ça a été, j'imagine, un travail assez long. Oui, ouais. Bah, je pense encore aujourd'hui, je le fais, ce travail. Rien que le regard des autres ou ce genre de choses. C'est alors beaucoup moins intense qu'avant quand j'étais vraiment au fond de cette maladie. Mais il y a encore des fois, je me rends compte aujourd'hui, des fois deux, trois petites choses qui reviennent. Mais là, j'arrive à sonner la sonnette d'alarme. C'est ça l'expression. Tirer la sonnette d'alarme, je crois. Sonner la sonnette d'alarme, c'est pas... Mais où là, il y a vraiment justement ma voix rationnelle qui me dit là, cette petite voix, ce qu'elle te dit, c'est de la merde. C'est nul, mets-la de côté. Moi, perso, quand je me fais vomir, ça me soulage. Genre, même si après je culpabilise de l'avoir fait, et que justement je me dis tout ce truc, mais t'es vraiment conne, et t'es une merde de pas avoir su te contrôler, pourquoi tu l'as fait, pourquoi nanana. Genre, bon, même s'il y a ces pensées après, sur le moment ça me fait du bien. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que toi il y avait la dimension du soulagement aussi dans le contrôle ou pas ? Clairement. En fait, souvent c'était après des grosses crises de boulimie, donc du coup. Alors je me sentais mal mentalement, mais physiquement aussi, parce que j'avais donné une quantité de nourriture que mon corps ne supportait pas. Et du coup, rien que pour soulager physiquement mon corps, j'avais envie de me faire vomir, quoi. Et ça me soulageait de ouf. Et puis aussi, je sais pas, j'avais l'impression de me déconnecter vraiment. Genre, j'étais là, après avoir vomi, j'étais vraiment dans une phase un peu genre, plus rien n'est réel autour de moi. Et genre, et j'étais totalement déconnectée. Et en fait, je pense que vraiment, c'était pour moi presque une manière de un peu vomir toutes mes émotions négatives, positives, tout, genre vraiment... sortir physiquement les choses qui vraiment genre tout vomir pour ne plus rien ressentir, quoi. Parce que tu sais que ça te fait trop souffrir, parce que tu sais que... Voilà. Mais du coup, là tu parles des moments où tu fais des crises de boulimie et que tu vomis, mais est-ce que quand c'est juste l'anorexie mentale qui se manifeste, il y a aussi la notion de soulagement ou pas ? Ou c'est juste purement de l'autocontrôle et de la restriction et... Non, il y avait aussi du soulagement, presque de la fierté en fait. Genre après un repas, quand tu te dis j'ai pas craqué, genre j'ai vraiment mangé ce que j'avais anticipé de manger, parce que c'est vrai que je me levais le matin, je savais déjà ce que j'allais manger à midi et le soir, tu vois, j'avais vraiment tout prévu dans ma tête, j'étais là, ok, je vais manger ça, tel ingrédient, telle quantité. Et le fait de t'y tenir, ça te rendait fière. Ouais. Donc t'étais contente, même si sur le moment tu savais que c'était peut-être pas bien. C'est intéressant parce que c'est une manière de trouver un moyen d'améliorer sa perception de soi, et c'est assez paradoxal parce qu'en fait sombrer dans la maladie, c'est lié avec le fait de se déprécier énormément et de se voir d'une façon très biaisée, et en même temps du coup en faisant des choses qui aggravent entre guillemets la maladie, même si c'est pas volontaire, mais que du coup on va dans le sens de ça,
bah, ça nous permet d'essayer de redorer notre image, mais en fait on s'enfonce toujours plus. Mais et du coup, c'est hyper... c'est une spirale infernale, genre... Mais du coup, qu'est-ce que tu dirais si quelqu'un, je sais pas, imaginons la toi de 15 ans qui commence à tomber malade, si elle voyait cette vidéo, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je pense vraiment en parler, genre même à ta famille, à tes amis, à ton entourage proche, à qui tu fais confiance. Parce que moi, typiquement, quand j'étais malade, il y avait que ma famille qui savait, et même genre mes grands-parents du côté de ma mère et de mon père, ils ont su après coup, enfin pas sur le moment. Et même mes meilleurs potes, même genre des gens que je vois encore, que j'aime encore, enfin hyper fort et tout, ils savaient pas sur le moment. Je leur en ai parlé après, genre après que je sois sortie de tout ça. Mais je pense en fait avoir un soutien, vraiment en parler, parce que, enfin ok, t'as le soutien des médecins et tout, mais c'est pas la même chose qu'un soutien amical. Ouais, le soutien moral quoi. C'est ça, et surtout, enfin je les voyais maximum une fois par semaine, tu vois, donc du coup genre... Enfin voilà, tu peux pas garder tout pour toi une semaine et puis après liquider chez la psy en pleurant. Enfin. Et du coup, vraiment, je pense en parler à ton entourage, ça peut clairement aider. Parce que les gens... Enfin en fait, ça c'est un truc aussi qui m'arrivait. J'en parlais pas parce que j'avais honte aussi de cette maladie. Parce que j'étais là, parce que c'est pas un comportement normal, parce que même encore des fois, quand j'en parle à mon copain de maintenant... Quand j'essaie de lui expliquer avant mes crises de boulimie ou quoi, j'ai presque honte parce que je suis là, je sais que c'est pas un comportement normal, je sais que... ouais, j'avais honte de moi en fait. Et du coup, c'était très difficile pour moi d'en parler sur le moment quand j'étais malade, mais je pense que ça peut clairement aider. Mais surtout que la nourriture, il y a un côté très intime dedans. Genre, c'est hyper dur en fait de recevoir des jugements sur les quantités qu'on mange, ce qu'on mange, ce qu'on fait de ce qu'on mange et tout. Et c'est fou parce que c'est vraiment, genre, tout le monde mange quoi. Genre, manger c'est un fait social par excellence, ça, genre, c'est un prétexte pour se retrouver et tout. Mais ça reste quand même un truc genre hyper intime et on veut pas qu'on nous juge dans ce qu'il y a dans notre assiette, dans pourquoi on mange comme ci, comme ça, pourquoi on choisit tel aliment pas un autre, pourquoi on a envie de faire mieux. Et il y a un côté, moi je trouve que c'est limite, moi j'ai moins de pudeur à parler de ma sexualité que de mon rapport à la nourriture, tu vois. Genre des fois parler de comment je mange et de ce que je mange, c'est encore plus difficile pour moi, j'ai presque plus de mal que de parler je sais pas moi, de mes règles, tu vois. C'est vrai que c'est assez impressionnant, le côté intime de la nourriture. Bah, j'ai l'impression que dès qu'on dit quelque chose sur ce que tu manges ou quoi, t'es obligé d'argumenter et de dire ah non mais je fais ça parce que... Enfin, genre vraiment d'expliquer pourquoi, le pourquoi du comment et tout. Je pense dès les premiers symptômes, en fait dès le moment où tu sens que genre quand tu manges, tu te dis ah cet aliment il est bien, cet aliment il est pas bien, enfin... Dès qu'il y a ça un peu, genre, et puis... Dès que t'as un inconfort, quoi, tu sens qu'il y a... Dès que t'es pas détendu quand tu te poses à table et que... Ou genre que tu te dis, ah, on va au resto, oh, mais putain, je vais pouvoir manger quoi Enfin, dès qu'il y a ça, je pense qu'il faut quand même réagir. Et je pense que c'est un truc aussi, moi, qui m'a permis de m'en sortir assez rapidement. En soi, 4 ans, c'est quand même très rapide pour un trouble du comportement... un trouble du comportement alimentaire. Parce qu'il y en a, ça prend 10, 20 ans. Et en fait, c'est plus tu prends le problème tôt, et plus tu arriveras à t'en sortir vite, quoi. Ouais, bien sûr. Je pense que vraiment, un des facteurs sur lesquels il faut s'attarder, c'est vraiment le ressenti personnel face à la nourriture, quoi. Genre, parce que t'as des gens, ils vont être peut-être assez... calculateur sur la nourriture et dire bon alors ça il faut pas que je mange, ça il faut que je mange et tout, et puis pourtant qu'il n'y a pas forcément un rapport malsain, mais je pense que c'est vraiment le côté ça me stresse en fait, genre je sens des mauvaises émotions quand je suis à table. La bouffe c'est pas censé être un sujet qui pèse en fait dans le psychisme, quoi. Genre il y a plein de gens, ils s'assoient à table, ils mangent, ils y pensent plus, tu vois. Et ils sont pas toujours en train de réfléchir à et puis demain, et puis maintenant, et puis machin, et puis truc, à moins de devoir s'organiser dans la vie de tous les jours. Genre, je sais pas si t'as des enfants, oui c'est normal de réfléchir à bon on va faire quoi demain, on va manger quoi ce soir, etc.
Mais c'est pas pareil que d'être tout le temps, constamment en train de réfléchir à si ce qu'on a fait c'était le bon comportement, le mauvais comportement, si on se sent coupable, si on se sent pas coupable, si on se sent triste, si on se sent... Enfin... Moi j'avais clairement cette habitude de... j'étais clairement dans le contrôle des horaires. J'étais là, à telle heure je mange, à telle heure je mange. Tu vois, s'il était... si genre je prévoyais de manger ma pomme à 10h, s'il est 9h30, je la mange pas ma pomme, tu vois. C'était vraiment genre hyper calibré et du coup... je crois que j'ai encore un peu des séquelles de ça, où genre des fois, je sais pas, je viens de manger, il est midi, puis à 14h j'ai faim, et je suis là, mais attends, mais je suis pas censée avoir faim, c'est pas mes horaires, tu vois. Genre, et du coup, c'est vraiment genre, ah mais non, si j'ai faim en dehors de mes horaires que j'ai prévus, faut pas que je mange parce que c'est pas ce que j'ai prévu, tu vois. Je voulais parler de ma relation avec mon médecin généraliste. Ouais, bah, qui ne s'est pas du tout bien passé. Ah ouais? Et en fait je pense que ça c'est plus aussi, enfin vraiment genre un peu un tips, enfin je sais pas comment dire, mais à des personnes peut-être qui sont dans cette situation là, genre si t'as pas un bon feeling avec un médecin, même si c'est quelqu'un de professionnel, genre juste faut pas rester avec lui, parce que mon médecin, c'était une femme qui en fait au début elle était très gentille, puis genre elle était toute chou avec moi, elle me faisait des câlins, enfin tout va bien se passer, machin. Et en fait elle s'est tout de suite méga fixée sur mon poids, et en fait c'était hyper malsain pour moi, parce que c'était vraiment genre, en fait quand j'allais chez elle, de base elle était censée prendre ma pression, me faire une prise de sang, regarder genre les carences et tout, enfin voilà. Mais en fait j'arrivais chez elle, juste je me pesais, elle me dit t'as pas ton poids de forme, et je repartais. C'était vraiment genre très malsain. Et en fait avant ces rendez-vous je buvais 2 litres d'eau, genre juste pour me remplir, en fait, pour avoir du poids, pour vraiment genre quand j'arrive elle me dise ah c'est bien t'as repris du poids, tu vois. Mais alors qu'en fait t'étais pleine d'eau et j'en ai plein d'eau et j'en avais mal, tu vois, tellement genre. Puis en fait j'arrivais chez elle, et même si j'avais envie d'aller aux toilettes, je n'y allais pas, parce que je me disais en fait si je vais aux toilettes peut-être qu'elle va comprendre, et du coup genre elle va me peser après que je sois passée aux toilettes, et du coup enfin bref c'était horrible, vraiment genre je détestais aller chez elle. Et en fait au final c'était mon diététicien qui prenait ma pression, et puis alors pas les prises de sang, au final genre elle m'en a pris 2. Une fois où elle m'a dit tu manques de fer. Donc la médecin généraliste. Ouais. Okay. Elle m'a dit une fois tu manques du fer, j'étais ok. Elle m'a donné des comprimés de fer. Et puis la deuxième, j'ai jamais eu de nouvelles de sa prise de sang. Et en fait, ouais, genre elle était, ouais, je sais pas, genre vraiment j'avais un méga mauvais feeling avec elle. Et du coup, puis en fait c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que vu que t'es malade, t'as pas, tu te sens pas légitime quand tu te dis genre j'ai envie d'arrêter ça avec ce médecin, parce que en fait c'est très vite mais du coup tu vas arrêter parce que t'as pas envie de guérir, enfin, ouais, tu veux pas te soigner, c'est ça, genre tu devrais l'écouter, quoi, alors c'est que ça, genre, c'est elle le médecin, c'est elle qui sait comment faire et tout. Si tu veux pas y aller, c'est que t'es de mauvaise foi. C'est ça, alors que tu vois genre le rituel de la balance, je le faisais avec ma mère aussi, genre régulièrement, où enfin tu vois elle checkait quand même, genre pas que je descende trop bas, mais c'était vraiment genre, enfin ouais, c'était un moment où mentalement j'étais pas prête à reprendre du poids, puis elle me foutait la pression, genre t'as pas repris assez de poids, t'as pas repris assez. Et ça c'était horrible, vraiment genre. Et je suis contente, j'ai arrêté vraiment une fois, genre j'avais un rendez-vous avec elle, et puis au final, genre elle s'était trompée, elle m'a dit ah non, mais c'était pas aujourd'hui, non. Et je crois que c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, où j'étais là, putain, j'en ai marre. Et à ce moment-là, j'étais avec ma soeur, on était devant le bâtiment, et j'étais là, non, on se casse, j'ai vraiment pas envie. Puis elle m'a fait ok, on y va. Et puis t'es plus retournée. Et depuis j'y suis plus retournée. Et t'as trouvé un autre médecin généraliste? J'ai retrouvé un autre médecin, trop cool, genre trop sympa, vraiment. En fait quand je l'ai eu, j'étais déjà guérie, donc du coup je lui ai juste raconté un peu mon passé, donc enfin voilà. Mais en fait genre même ma mère et ma soeur ont changé de médecin, parce que même avec ma mère genre ah, c'était la médecin de famille? Ouais, c'était le médecin de famille. Et du coup, c'était vraiment... Enfin, ouais, genre, on a tous arrêté parce qu'elle faisait des trucs un peu, genre... Elle faisait des analyses, et puis elle faisait payer ma mère alors qu'elle lui avait pas demandé de faire ses... Enfin, bref. Ouais, bon, quelqu'un qui était pas... C'était pas un bon médecin, voilà. En gros, conclusion, un professionnel n'est pas forcément quelqu'un qui nous correspond, ni quelqu'un de toujours compétent sur nos problèmes. Que ce soit des médecins, des psys, des psychiatres, des... n'importe quoi. Ouais. Bah, c'est comme moi, ma première psychologue, je dis pas... Enfin, elle a été pas bien pour moi,
Après, pour quelqu'un d'autre qui souffrait Peut-être du même qu'elle aurait problème, été- peut-être qu'elle aurait été géniale. Ouais. De la même Ça- manière que cette médecin généraliste, elle aurait pu être parfaite pour quelqu'un d'autre et Clairement. tout, mais c'est vrai que Voilà, on a j'ai tendance un peu à feeling, sacraliser les pros en se disant mais non, alors tout ce qu'ils font il dit la c'est- vérité, je dois Ouais. suivre tout ce qu'il dit, alors que... Si tu sens qu'il y a un Alors que truc non, qui ouais. bloque, c'est que c'est mieux de trouver quelqu'un avec qui tu sens que le flow il passe bien. Aujourd'hui, t'es comment avec la nourriture du coup? Comment tu te sens? Aujourd'hui, ça va bien. J'ai encore genre un peu des vagues, des hauts, des bas. Genre surtout des fois les... Bah justement, c'est quand je suis dans des journées ou en vacances ou quoi, puis que du coup t'as pas les mêmes horaires de nourriture. Ça, je suis encore à un stade où j'arrive pas encore à bien lâcher prise. Mais après, genre maintenant, plus aucune nourriture me fait peur. Tu vois, genre j'arrive maintenant, enfin là, maintenant je suis en coloc. Et quand je vais manger chez mes parents, puis qu'on me dit ah, on t'a fait des pâtes, ah, on t'a... Parce que ça, c'est aussi, genre, c'était. En gros, ma grande peur, c'était clairement les féculents durant ma maladie. Genre, on me servait des pâtes, j'étais là, c'est mort, j'en mange pas. Et ça, du coup, genre, c'est vraiment, genre, avec tous les aliments que je peux manger, je me suis assez. J'ai fait la paix, un peu, avec tous les aliments. Après, c'est encore, genre, gérer un peu les quantités. Je suis encore un peu dans. Est-ce que c'est normal cette quantité? Est-ce que c'est pas normal? Et donc là, je suis plus vraiment à essayer d'écouter vraiment mon corps, de me dire, genre, quand il a faim, quand il a pas faim, quand j'ai atteint vraiment le stade où genre j'ai plus envie de manger et tout. Et bon, ça c'est aussi genre un très long travail à faire, quoi. Mais j'essaye et je crois que je suis sur la bonne voie. Aujourd'hui, ça m'arrive genre de repartir des fois dans des crises, alors pas boulimiques, mais genre si en fait, si clairement genre des crises de boulimie vomitive. Et comme tu dis, genre t'es là, putain, j'ai fait tous ces efforts pour ça, quoi. Genre ça me saoule. Ça genre, peut, en fait, tu peux tout d'un coup genre tout foirer. Enfin, avoir l'impression d'avoir tout foiré. L'impression, alors qu'en fait, tu vois, genre, c'est vraiment... tu vois, tu prends un graphique, c'est vraiment genre, tu montes et puis t'as une petite... t'as une petite flaque qui repart vers le c'est bas, comme mais les addictions. C'est pareil, c'est Ouais. qu'on arrête une substance et puis on se dit ouais trop bien, j'ai fait plein d'efforts, j'ai arrêté et puis paf t'as une rechute et t'as l'impression que genre tous les efforts ont servi à rien. Alors qu'en fait ça sert tellement. Si, genre... c'est pas parce que tu rechutes que tu retombes dans les anciennes Ouais. habitudes, que ce soit pour... Et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui font des parallèles entre les troubles du comportement alimentaire et les addictions, qui disent que t'as le même processus en fait qui se passe. Je suis pas médecin d'ailleurs ni psy, donc je sais pas, mais c'est vrai que je l'ai entendu souvent que bah voilà, tu deviens addict à te faire vomir, tu deviens addict à te restreindre alimentairement, tu deviens addict à plein de trucs et qu'il se passe les mêmes choses en fait. Genre t'as des moments d'arrêt, des moments de rechute, des moments d'arrêt, et en fait chaque moment d'arrêt il compte. Chaque petit pas que tu fais en direction de la guérison, même si après tu te pètes la gueule, quel que soit le temps que ça dure, ça vaut la peine quand même. C'est du temps gagné où tu fais pas de la merde et que tu te préserves quoi. Donc faut pas s'en vouloir si ça réarrive. Et puis il faut y être préparé quoi, juste parce que ça a de grandes chances d'arriver. Voilà, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus de la guérison aussi, genre tu peux pas du jour au lendemain, et c'est pour ça que je dis que quand je dis que je suis guérie, je l'ai dit au début, c'est je sais que je suis pas guérie à 100% quoi. Je pense que j'ai encore bien 5-10% de maladies qui tournent autour de ma tête, mais c'est un processus alors qui prend du temps certes, mais je sais que quand je compare ma situation d'aujourd'hui à celle que j'avais quand j'étais au gymnase, genre vraiment au cœur de ma maladie, je vois les efforts, genre je vois le progrès que j'ai fait depuis ce moment-là, et c'est dingue quoi. Ouais, et puis ça vaut la peine, même si c'est pour aller un peu mieux, faut y aller. Ouais. Parce que c'est le petit mieux qui va pouvoir peut-être rendre la vie moins pénible au quotidien et te permettre de continuer chaque petit pas en plus. Et c'est hyper important. Merci infiniment Charlotte, c'était très intéressant. Je t'en prie. C'est vraiment important, je pense, de parler de ça. D'ailleurs, si tu veux réagir dans les commentaires, évidemment dans la bienveillance et le respect, s'il te plaît, je t'invite à le faire. Que ce soit pour partager ton histoire ou pour partager tes connaissances à ce sujet, parce que je sais que des fois il y a des professionnels aussi qui regardent ces vidéos et qui réagissent. Donc je pense que toute information est bonne à prendre à partir du moment où elle est partagée avec une bonne volonté, disons. Et puis d'ailleurs, si, voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, si tu as envie de faire comme Charlotte et de parler aussi de ton histoire et de juste voilà, essayer de faire en sorte que éventuellement ton expérience puisse aider d'autres personnes à travers juste le partage, et ben n'hésite pas à m'écrire et à me dire si jamais. Et moi ça m'a fait aussi beaucoup de bien, même pour moi directement d'entendre ça. Je trouve que ça fait réfléchir et ça permet un peu aussi des fois de remettre un peu des trucs en place. Tu sais que t'as tendance un peu à oublier et puis oui c'est vrai, elle a pas tort, j'avais pas pensé. Et en fait moi ça me fait du bien aussi genre de
d'en parler genre à voix haute, tu vois, genre, enfin, parce qu'en fait, là, j'ai un petit projet de livre. Ah ouais, tu vas écrire écrire là-dessus? Bah, en fait, j'ai commencé un peu genre à, voilà, genre expliquer tout le processus, et plus genre c'est un, voilà, genre comment c'est arrivé, vraiment genre dans le détail. Ouais, dans tous les détails, genre c'est très très cru, genre, mais c'est ça qu'on a besoin, je pense, ouais, c'est d'aller dans le fond du truc, quoi. Ouais, mais la différence de le poser sur papier et de le dire à voix haute, et de dire genre il y a des personnes, genre, même si ça se trouve que je connais, tu vois, genre des connaissances ou quoi, qui vont me regarder et m'écouter et tout. Je trouve que ça, déjà, genre, je pense que c'est un challenge que j'ai réussi à surpasser. Enfin, à surpasser. Ouais. Parce que du coup, c'est vraiment plus un tabou pour moi. Et du coup, ouais, je suis assez... Ouais, et puis c'est aussi ce qui permet de faire en sorte que... Bah, qu'on arrête de rester dans son coin, de souffrir tout seul et puis de pas trouver de l'aide, quoi, parce que c'est à cause de cette peur de parler de soi, de cette pudeur aussi, de ces tabous, tout ça, qu'il y a plein de gens qui souffrent en silence et puis qui sombrent. Bah, merci beaucoup Charlotte, encore une fois. Merci à toi. Et puis... en plus chez moi, t'as oui. Mais voilà, du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et puis à bientôt. Bye.